Bien, bonjour à toutes et à tous, que vous soyez sur place ou à distance. Merci de l'intérêt que vous portez au sujet qu'on va vous présenter ce matin à deux voix, d'autant que je sais que l'actualité ne manque pas en ce moment. Euh, pour se présenter, je suis Paul Esmin, je suis directeur général de France Assureur. France Assureur, c'est donc le nom d'usage de la Fédération française de l'assurance. Et je suis accompagné de Benoît Leclerc. Je te laisse te Bonjour présenter. à tous, Benoît Leclerc, je suis directeur du GIE Argos, dans lequel les membres assureurs sont présents et on a pour mission de lutter contre le vol de véhicules. Donc Argos, c'est un GIE qui est en quelque sorte connexe ou le petit frère de France Assureur spécialisé sur ces questions de vol de véhicules. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler de la baisse des vols de véhicules qu'on a constaté en France en 2025. On va essayer de détailler les raisons qui président à ces évolutions. Et dans une troisième partie, on va vous montrer comment nous, les assureurs, on essaye de lutter, notamment au travers d'Argos, contre le vol de véhicules. C'est un sujet qui est absolument fondamental pour l'ensemble des Français, qu'il est aussi pour les assureurs. L'assurance, vous le savez peut-être, ça repose sur la mutualisation des risques. C'est-à-dire qu'il y a des risques qui sont subis par un certain nombre d'assurés, mais ça rejaillit sur l'ensemble de la communauté des assurés. Parce que comme ça repose sur la mutualisation, en réalité, le tarif de votre prime d'assurance repose en réalité sur les sinistres que non seulement vous-même vous avez vécu, mais que finalement l'ensemble des Français qui sont assurés ont vécu. Autrement dit, s'il y a plus de vols de véhicules, les tarifs d'assurance augmentent davantage. À l'inverse, s'il y a moins de vols de véhicules, les tarifs augmenteront dans une moindre mesure. C'est la raison pour laquelle, en raison de ce principe de mutualisation, les assureurs, au travers de la fédération et au travers d'Argos, suivent d'aussi près ces questions de vol de véhicules et de vol de manière plus générale. L'étude qu'on a réalisée, j'insiste là-dessus, elle est représentative de l'ensemble du parc automobile français. On l'a construite sur la base des déclarations de vol de véhicules, donc ce ne sont pas des estimations, c'est construit sur la base des déclarations qui ont réellement été faites auprès des assureurs, auprès plus précisément des 55 assureurs qui sont adhérents d'Argos, ce qui représente à peu près 99% du chiffre d'affaires de l'assurance automobile en France. Donc vous voyez, c'est extrêmement représentatif ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. L'ensemble des véhicules assurés contre le vol en France, c'est 34 millions de véhicules sur un total d'un peu plus de 45 millions de véhicules assurés. Donc on peut dire qu'il y a à peu près trois quarts des véhicules qui sont assurés contre le vol en France. Donc les statistiques qu'on vous présente aujourd'hui sont représentatives à la fois de l'ensemble des assureurs français, mais plus généralement du parc automobile français. Premier message, vous avez peut-être déjà vu dans les documents qui vous avaient été envoyés, les vols de véhicules sont en baisse en 2025. J'insiste sur le terme véhicule parce que ce dont on va parler dans cette présentation, ce n'est pas uniquement les voitures. Et vous voyez que d'ailleurs, il y a des dynamiques qui sont un peu contrastées entre les types de véhicules. C'est-à-dire qu'on a au global une baisse du vol de véhicules de 9%, mais que selon les typologies de véhicules, on ne va pas avoir les mêmes pourcentages. S'agissant des voitures, on a une baisse de 6%. S'agissant des deux roues, on a une baisse qui est encore plus marquée, moins 17%. S'agissant on va dire des camions, des tracteurs, de l'ensemble des véhicules utilitaires, on a une baisse de 9%. Et on a une dynamique qui est opposée sur le matériel de terrassement, le matériel agricole, puisqu'on a à l'inverse une augmentation assez sensible en 2025 de pratiquement 15%, 14% exactement, par rapport à ce qu'on avait constaté en 2024.
Comment est-ce que tout ça se compare par rapport aux statistiques du ministère de l'Intérieur? Vous voyez que si on regarde les chiffres qui ressortent de notre palmarès, et si on les compare aux chiffres officiels du ministère de l'Intérieur, on a des tendances qui sont les mêmes. Vous allez avoir la même baisse entre 2024 et 2025, mais vous avez des chiffres en valeur absolue qui, eux, sont très différents. On est pratiquement dans un rapport de 1 à 2 entre les chiffres qui ressortent de notre palmarès, du nombre de vols donc, qui sont recensés par les compagnies d'assurance, et ceux du ministère de l'Intérieur. Alors comment cette différence qui est extrêmement marquée s'exprime? D'abord, il y a un premier aspect, c'est le point d'ailleurs numéro 3 dans ceux qui sont listés ici, c'est que comme il n'y a que 75% des véhicules qui sont assurés contre le vol, ben, mathématiquement, il y a des chiffres qui ressortent du ministère de l'Intérieur qui sont plus importants. Normalement, dans un rapport de 3 quarts. Enfin en l'occurrence, dans l'autre sens, plus 133%. Plus 33%. Vous avez aussi un certain nombre de faux vols. C'est-à-dire qu'il y a des déclarations auprès du ministère de l'Intérieur, en l'occurrence des commissariats, mais qui sont en réalité pas des vols, qui sont des oublis de lieux de stationnement, qui sont en réalité des mises en fourrière. Et on s'aperçoit après coup qu'il ne s'agissait pas de vol, donc ça reste dans les statistiques du ministère de l'Intérieur. En revanche, nous, ça n'apparaît pas dans nos statistiques. Vous avez enfin une différence méthodologique qui est que nous, on ne considère pas dans ces éléments chiffrés les véhicules qui sont déclarés volés et retrouvés dans la journée, qui ne sont pas donc comptabilisés dans ce palmarès. Donc ça explique des différences en nombre, en valeur absolue. En revanche, vous retrouverez de manière similaire les dynamiques que je vous ai présentées juste avant, c'est-à-dire une baisse assez marquée entre 2024 et 2025 de pratiquement 10%. Où est-ce que les vols se concentrent en France? On vous a mis un triste palmarès ici, les 3 départements qui concentrent le plus le vol de voitures en 2025. Vous voyez en numéro 1 les Bouches-du-Rhône, en 2 le Nord, en 3 le Rhône. Comment est-ce que ça s'explique? Ça s'explique par 2 choses. D'abord, et Benoît le détaillera tout à l'heure, le vol de voitures, le vol de véhicules de manière générale, ce n'est pas un phénomène national. Très souvent, les véhicules sont revendus plutôt dans d'autres pays, à l'international. Donc, de manière assez logique, les départements qui concentrent le plus de vols sont les départements qui offrent des conditions, on va dire, logistiques qui facilitent le départ de ces véhicules vers d'autres pays étrangers. Par exemple, la présence de ports, la présence d'infrastructures autoroutières. Ça, c'est une première explication. La deuxième explication, c'est le fait qu'il existe sur ces territoires des réseaux criminels organisés pour le vol et le recel et la revente de ces véhicules. Ce qu'on constate en pratique, c'est qu'en général, ce ne sont pas des réseaux criminels qui sont uniquement consacrés au vol de véhicules. Ce sont si j'ose dire, des réseaux criminels multi-activités qui peuvent être, par exemple, présents sur un certain nombre de trafics. Et donc, ça explique là aussi la concentration de ces vols sur un certain nombre de départements français. Si on regarde les choses de manière un peu plus large, on a regardé sur d'autres départements, hormis les 3 principaux que je viens de citer, il y a 14 départements qui concentrent la moitié des vols. Donc, je ne vais pas revenir sur les raisons que je viens d'évoquer, qui trouvent aussi à s'appliquer. Il y a aussi, évidemment, une corrélation avec les bassins de population. Puisque là, on parle du nombre de vols en valeur absolue. Ce qui sera intéressant de présenter, je pense qu'on essaiera de faire ça pour une prochaine édition de ce palmarès, c'est de mettre en regard le nombre de vols avec le nombre d'habitants dans le département en question pour voir s'il y a une surexposition de certains départements. C'est ce que l'on fait habituellement au mois de septembre. On fait une étude beaucoup plus complète, et bien évidemment qu'on vous la partagera. Alors, quels sont les véhicules les plus volés? Alors, ce qu'on présente dans ces classements, ce n'est pas un classement en valeur absolue.
C'est-à-dire que ce n'est pas en nombre les véhicules qui ont été les plus volés en France en 2025. C'est un calcul en fréquence, c'est-à-dire qu'on rapporte ça au parc correspondant pour chaque modèle de véhicule. En d'autres termes, c'est pour un véhicule donné, quel est le risque, pour un véhicule donné, quel est le risque d'être volé, et c'est sur la base de ce risque ou de cette probabilité qu'on établit ce classement. Vous le voyez apparaître, je ne vais pas commenter chaque véhicule qui se trouve dans ce classement, que ce soit le classement de véhicules particuliers ou le classement des véhicules utilitaires. Je pense que ce qui est plus intéressant, c'est d'expliquer qu'est-ce qui fait qu'un véhicule se retrouve en tête de classement ou se retrouve à l'extérieur de ce classement. En fait, c'est la conjonction de plusieurs choses. D'abord, c'est est-ce qu'il s'agit d'un véhicule demandé, c'est-à-dire un véhicule recherché à la revente. Et il faut avoir à l'esprit qu'on n'est pas là dans une dimension française. Benoît vous l'expliquera. La plupart des véhicules revendus ne le sont pas en France. Donc ce qui entre en ligne de compte, c'est pas est-ce que le véhicule est recherché en France. Ça explique d'ailleurs qu'en tête de classement, vous avez un véhicule qui finalement est un peu vendu en France, mais pas tant que ça. Il n'est pas dans le top 20. Mais qui est en revanche très recherché dans certains pays où les véhicules sont revendus. Donc c'est vraiment ça qui entre en ligne de compte, c'est est-ce que dans les pays dans lesquels les véhicules sont revendus, le modèle est recherché ou non. Il y a aussi évidemment un deuxième aspect qui dépend du niveau de sécurisation des véhicules. C'est-à-dire que vous allez avoir les véhicules les plus haut de gamme, les plus premium, qui ne figureront pas dans ce classement, non pas qu'ils ne soient pas recherchés, mais tout simplement parce qu'ils sont des véhicules qui sont plus complexes à voler, parce qu'ils offrent un niveau de sécurisation supérieur. Ces deux effets croisés, notamment le premier, expliquent notamment que les véhicules électriques soient assez peu volés, représentent une faible part des vols. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans les pays dans lesquels ils pourraient être vendus, il y a peu ou pas d'infrastructures de recharge. Donc, il y a une demande assez faible pour ces véhicules, en tout cas plus faible qu'en France. Voilà ce qui explique le classement qui apparaît ici. C'est la conjonction de ces différents aspects. Tu présentes la manière dont s'expliquent ces évolutions? Ok, donc on a effectivement parlé un petit peu des évolutions. Aujourd'hui, on retrouve quand même un grand nombre de véhicules qui étaient présents les années précédentes, mais on s'aperçoit qu'effectivement, cette diminution, elle est liée un petit peu à la conjoncture. Ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que le vol est de moins en moins un vol d'opportunité. Vol d'opportunité, c'est je prends un véhicule d'un point A et je l'emmène sur un point B. Et ça, c'était, il y a très longtemps, assez facile à faire. Je pénétrais avec effraction sur le véhicule. 80%, il y a 15-20 ans, 80% des véhicules étaient avec effraction. Et on pouvait rentrer dans le véhicule et le démarrer en faisant toucher les fils, etc., de manière assez sensible. Il est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. On a à peu près 70% des cas de véhicules sont volés sans effraction visible, c'est-à-dire qu'on pénètre de façon bien souvent électronique dans le véhicule. Donc aujourd'hui, ce vol d'opportunité est de moins en moins fréquent et on a affaire, pour des raisons techniques, à des bandes bien organisées, souvent, comme le précisait Paul, des bandes criminelles internationales qui, effectivement, ont les moyens d'investir dans un certain nombre de matériel. Donc aujourd'hui, pour pénétrer un véhicule, la pénétration se fait de façon électronique. On a différents, vous le voyez ici, on a différents moyens pour pouvoir pénétrer le véhicule, mais ces moyens demandent un investissement. Alors c'est sûr qu'un particulier seul, parfois, peut avoir quelques difficultés. Pour une bande criminelle, investir dans 4 à 5 000 euros pour un matériel, ça reste, le retour sur investissement est assez facile, si je parle en business économique. Donc voilà, beaucoup de besoin d'avoir une connaissance technique sur le véhicule. Lorsqu'on parlait du classement, Paul l'a précisé, bien évidemment lié à l'offre et à la demande, mais aussi sur, non pas les failles, mais un véhicule qui est beaucoup plus facile à pénétrer.
Et c'est vrai qu'on le ressent très facilement. On a évoqué le cas des Toyota qui sont en tête de ce type de classement. Et on s'est aperçu qu'effectivement, il était plus facile que certains véhicules de pénétrer ce véhicule. Donc le rôle, nous, des assureurs par rapport à ça, je ne sais pas si on en parle après, mais le rôle des assureurs, c'est de pouvoir communiquer le plus possible avec les constructeurs automobiles et de pouvoir leur faire remonter les modes opératoires que l'on rencontre sur le terrain avec les forces de l'ordre, avec l'aide bien évidemment des forces de l'ordre, et de partager ces connaissances. Auparavant, les constructeurs n'étaient pas très ouverts à ce type de discussion. Ils le sont de plus en plus parce que, effectivement, en termes d'image des marques, un véhicule qui se vole peut avoir des répercussions sur les ventes. Donc, de plus en plus, les constructeurs sont vigilants. On a des exemples très concrets des interventions qu'on a pu faire chez certains constructeurs, notamment chez Stellantis, où à un certain moment, il y a quelques années, la 3008 se volait beaucoup, avec un certain nombre de failles techniques sur le véhicule. Et après des échanges police, Argos, assureurs et le constructeur, ils ont été amenés à mieux sécuriser les véhicules. Donc notre rôle d'assureur est extrêmement important dans la communication que l'on peut avoir avec les constructeurs automobiles pour qu'ils puissent prendre en charge cette sécurisation. On a parlé très rapidement des moyens techniques. Donc sur la prise au BD du véhicule, il y a moyen de pouvoir ouvrir assez facilement le véhicule. Et puis ensuite, on a des outils qui sont détournés et qui permettent, on le voit sur cette vidéo, d'ouvrir très rapidement un véhicule. Donc je me branche sur la prise OBD avec un outil acheté. C'est ce type d'outil, la prise OBD. Cette prise OBD reconnaît un signal qui permet de démarrer très facilement le véhicule. En sachant que l'utilisation initiale de la prise OBD, c'est sur l'entretien du véhicule, de connaître les failles techniques du véhicule. Là, cette utilisation est détournée pour pouvoir démarrer le véhicule. Vous voyez, le temps est très rapide. On a un autre exemple de type de vol que je vous laisse découvrir. On a une personne qui se présente dans une maison. Bien souvent, les clés sont laissées dans le couloir de la maison. Le signal de la clé continue à émettre. C'est pour ça que l'on demande, on fait de la prévention, on demande aux personnes de sécuriser cette clé dans une boîte ou autre chose. Le signal est copié et renvoyé à une deuxième personne qui est proche du véhicule et qui démarre immédiatement le véhicule. Donc on voit que en 20 secondes, le véhicule est démarré. Une clé dans une maison, copie du signal de clé, renvoi de ce signal à la personne près du véhicule et démarrage du véhicule. Ça, ce sont des méthodes que l'on voit assez souvent aujourd'hui, puisque très facile, pas trop risqué. Donc vous voyez aujourd'hui que même si les véhicules ont un équipement important et beaucoup d'électronique, avec des outils, il est assez facile de pouvoir les démarrer. Le vol de véhicules devient une activité organisée, Paul en a précisé. C'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, ces vols sont liés à des bandes criminelles internationales. On s'aperçoit également qu'il est très difficile, et on en discute souvent avec les forces de l'ordre, très difficile de démanteler ce type de réseau. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre d'intervenants sur ces réseaux criminels. On a des personnes qui sont rémunérées pour voler un véhicule. Sachez que pour voler un véhicule, il peut être rémunéré à hauteur de 300, 400 euros, pas plus que ça. On a parfois des gens très très jeunes qui font ce business-là. Ensuite, ils font appel à des transporteurs, donc quelqu'un qui transporte un véhicule volé. Lorsqu'il est arrêté, il dit « moi j'ai juste une mission de transport, donc je ne sais pas ce que je transporte, le véhicule est volé, je ne le savais pas ». Et puis on a également lié à un certain nombre de failles administratives la possibilité maintenant de rématriculer de façon très facile un nouveau véhicule. Rématriculer, ça veut dire donner une nouvelle identité à du véhicule, c'est-à-dire de changer le propriétaire du véhicule.
Et puis la vente du véhicule fait partie aussi d'un autre du process. Et là, on a des gens qui sont spécialisés sur la revente de véhicules, qui postent ces véhicules dans les réseaux sociaux. Si vous allez sur Telegram, très facilement, vous allez avoir des listes de véhicules à vendre, comme aussi des gens qui demandent un type bien précis de véhicule à voler. Je veux, n'importe quoi, un Land Rover, intérieur cuir rouge, avec telle option, telle option. Et les voleurs, effectivement, volent ce type d'outils. Mais bien souvent, pour résumer, c'est de dire que le vol il est très difficile à démanteler. Au niveau légal, pas forcément sanctionné, parce que très compliqué à démanteler. Et de plus en plus des bandes criminelles. Il y en a certains qui ont des activités stupéfiantes. Il y a beaucoup de liens entre tous ces trafics et la voiture. Ce que les autorités aiment à dire, c'est que pour toute bande criminelle, ce qui est important, c'est d'avoir des papiers, des faux papiers en général, et d'avoir un véhicule pour transporter les armes, les stupéfiants. Donc, d'où l'importance, et c'est un moyen que nous avons, nous, assureurs, de sensibiliser les forces de l'ordre, parce que, bien évidemment, ce n'est pas forcément la priorité, le voiture, le matériel en lui-même, c'est effectivement de préciser que, bien souvent, le vol de véhicules est nécessaire pour de la criminalité. Et on le remarque quotidiennement lorsqu'on fait de la géolocalisation de véhicules et que l'on met à disposition ces points de géolocalisation aux forces de l'ordre, on s'aperçoit que ça leur permet en général de mettre fin à un certain nombre de bandes criminelles, de trafic de stupéfiants, de transport, des armes, et on découvre effectivement des réseaux entiers de criminalité. Les évolutions technologiques du parc automobile contribuent à la baisse des vols et des camions. C'est clair que, comme je l'ai précisé, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, c'est clair qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué de voler un véhicule et pas à la portée de tout le monde, même si en investissant, on peut le faire, mais ça demande quand même un investissement qu'un particulier peut avoir du mal à effectuer. C'est vrai que le développement du leasing est peut-être une cause. Aujourd'hui, de plus en plus de véhicules sont financés sont en leasing, en location longue durée. Et ce type, en général, de location longue durée s'adosse à des véhicules quand même qui sont assez haut de gamme. Donc, effectivement, il peut y avoir un impact. Et lié au développement du leasing, il y a des nouvelles fraudes, non pas des vols de véhicules, mais des fraudes qui peuvent exister, notamment sur le détournement du leasing. On pourra en parler une autre fois, mais qui est effectivement aujourd'hui un fléau. Je crée une société avec des faux papiers. Et, mon contrat est de 3 ans et pendant ces 3 ans, à un certain moment, j'arrête de payer les loyers de location et je change avec un complice, j'arrive à changer l'identité du véhicule et je deviens propriétaire du véhicule. Bien évidemment que le loueur n'est pas au courant et à la fin du contrat va s'apercevoir au bout des 3 ans, par exemple, qu'il n'est plus propriétaire du véhicule, mais en général, il s'en aperçoit avant puisque les loyers ne sont pas payés. La proportion des véhicules électriques, on en a parlé, Paul en a parlé. C'est clair qu'aujourd'hui, on a parlé d'offres et demandes et que dans certains pays, le taux d'équipement est moins élevé. Et c'est vrai que globalement, les véhicules électriques sont protégés et on a très peu de vols sur les véhicules électriques. Remise en circulation des véhicules volés gagne en complexité. C'est clair que là, on fait appel à l'électronique et que même si on pénètre le véhicule plus ou moins facilement, derrière, il faut effectivement mettre en place un certain nombre de process qui permettent de donner une nouvelle identité du véhicule et donc effectivement de pouvoir l'utiliser de nouveau. Peut-être un mot, si tu me permets, sur cette histoire de détournement de véhicules en leasing, qui est quand même assez complexe à comprendre. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'opération, mais ça relativise quand même dans une certaine mesure la baisse des vols qu'on a observés en 2025. Parce que ce phénomène de détournement de véhicules en leasing, ça n'entre pas dans les statistiques des vols, mais néanmoins, ça reste quand même des véhicules qui ont été détournés depuis un propriétaire initial de manière frauduleuse. Donc, on qualifie pas ça juridiquement de vol. Dans les faits, c'est quand même une sorte de vol. Il faut quand même il faut quand même appeler un chat un chat. Et donc, ce phénomène qui tend à se développer relativise, pas totalement, mais en partie la baisse qu'on observe en 2025. C'est exact. Et les organisations professionnelles liées au leasing font beaucoup de lobbying aujourd'hui, parce qu'il y a un problème. Ils ont beaucoup de difficultés
voire c'était pas possible avant, ça commence à l'être, de pouvoir enregistrer ces vols dans le fichier des autorités, le fichier FOVES qui représente tout l'intérieur des vols. Mais très facile, nous, juste un exemple, on fait quelques opérations, plusieurs opérations par an auprès des forces de l'ordre. On en fait régulièrement l'été à la frontière espagnole, dans le sud de l'Espagne, vers le passage vers le Maroc. Et cette année, moi j'étais présent, on a assisté à un nombre incalculable de véhicules qui passent les frontières avec l'autorisation, la fausse autorisation du loueur. Le véhicule est emmené au Maroc, il y a une déclaration de vol qui est faite et le véhicule terminé, on ne le revoit plus jamais. Et ça a un impact bien évidemment pour nous assureurs. C'est le FOVES. FOVES, fichier des vols et aussi des découvertes de véhicules. Et au départ, c'est pas forcément. Personne ne sait que c'est un vol au départ. C'est-à-dire qu'il y a une location, les loyers sont impayés. Alors, tant que le loueur, le leaseur réagit, ça peut prendre plusieurs mois. Au bout d'un mois, il y a une relance, il y a une deuxième relance, troisième relance. Et les forces de l'ordre, pour l'instant, même si c'est en train d'évoluer, l'inscrivent pas au fichier FOVES. C'est plus du détournement de location que du vol. Changement de propriétaire. Non, on n'a pas de chiffres concrets. Je pense qu'on en aura rapidement. On discute beaucoup avec les forces de l'ordre aujourd'hui pour avoir des retours. Les deux roues, on parle effectivement rapidement du deux roues. Paul vous a présenté les chiffres en fonction des typologies de véhicules. Sur le deux roues, il y a une baisse sensible du vol des deux roues. C'était le cas déjà l'année dernière, moins 17%. Le marché du deux roues est différent du marché quatre roues. Ce sont bien souvent des reventes qui se font au niveau national. Donc on a beaucoup et beaucoup moins au niveau international. On estime également que le parc de deux roues est beaucoup constitué en volume de la part de scooters. C'est vrai que dans certaines villes aussi, le nombre de scooters, de ventes de scooters diminue sensiblement, lié à des problématiques sur certaines villes de parking ou autre chose. Donc on a cette conséquence-là. Et aussi, les assureurs estiment qu'il y a un grand nombre de véhicules, de motos, scooters, qui ne sont pas toujours assurés contre le vol, ou alors il n'y a pas de déclaration de vol. Donc on a effectivement ce fléau. Engins agricoles et chantiers. On a vu également dans les chiffres qui ont été présentés précédemment une augmentation très forte du vol de matériel agricole et d'engins de chantier. Donc c'est quelque chose on communique beaucoup avec les forces de l'ordre, le ministère de l'Intérieur sur cette problématique. Il y a eu beaucoup de lobbying qui ont été faits sur des organisations, notamment des loueurs d'engins de chantier, des gros intervenants type Kiloutou ou Loxam, qui ont une augmentation très très forte des vols. C'est souvent lié à des situations géographiques ou politiques. Souvent, lorsqu'il y a des reconstructions à faire, et ça s'accompagne de beaucoup de vols d'engins de chantier. Ouais, ça peut être aussi des constructions, notamment sur des Jeux Olympiques ou autre chose, où il y a des constructions qui sont importantes. Le marché s'adapte et il y a beaucoup de vols. Donc on est en train de travailler avec les différentes organisations pour pouvoir mettre à disposition un fichier référençant le matériel. Ces matériels sont bien souvent pas immatriculés, d'où la problématique pour les forces de l'ordre d'identifier. En cas de contrôle, ils ne connaissent pas le propriétaire du véhicule, il n'y a pas de SIV, de fichier d'immatriculation du véhicule. Donc on est en train, avec les loueurs, de référencer tout leur type de matériel et de le mettre à disposition des forces de l'ordre. On intervient aussi de plus en plus sur la sécurisation de ce matériel. La France n'est pas forcément le pays le plus avancé, mais dans certains pays, les constructeurs d'engins mettent à disposition un certain nombre de protections. Ça peut être du tracking, de la géolocalisation, mais ça peut être aussi différents moyens de sécurisation, type le marquage, le gravage de l'engin de chantier, et aussi des nouveaux moyens de sécurisation, des puces RFID qui permettent de donner l'identification des véhicules, la microdot qui sont pulvérisées sur des pièces de véhicules qui permettent de mieux sécuriser le véhicule. Et sur le matériel agricole, on est en
en échange régulier avec le ministère de l'Intérieur, puisqu'il y a un fléau actuel qui est le vol de GPS sur les engins agricoles. C'est-à-dire que l'utilisation du GPS, qui a un prix à peu près de 30 à 40 000 euros, est parfois détournée pour d'autres utilisations et donc volée dans un certain nombre d'exploitations agricoles. Et pour ça, on travaille avec le ministère de l'Intérieur sur la demande auprès des constructeurs de mieux sécuriser leur matériel, notamment le GPS, et de partager aussi les moyens de sécurisation qui existent aujourd'hui et qui sont nouveaux sur le marché. Paul, je te laisse la parole. Tu veux que je continue? La collaboration entre les assureurs et les forces de l'ordre permet de retrouver à peu près 40% des véhicules. C'est extrêmement important. Lorsqu'on parlait des plus de 70 000 véhicules volés, on s'aperçoit qu'il y a un grand nombre de véhicules qui sont retrouvés. Pourquoi retrouver? Je pense qu'on contribue, nous, assureurs, également à la découverte de ces véhicules. Bien évidemment pas seuls, puisqu'on n'a pas les moyens d'intervenir seuls, mais avec les forces de l'ordre. Et pour ça, on met en place un certain nombre d'actions. On s'aperçoit que sur certaines typologies de matériel, on retrouve plus ou moins un grand nombre de véhicules. Sur les motos, on s'aperçoit qu'effectivement le taux de découverte est faible, lié au fait que souvent les motos sont découpées. Découpées, ça veut dire qu'ils sont divisés et c'est juste pour alimenter un marché de pièces. Donc très rapidement, il est facile de démonter un deux roues et de revendre les pièces séparément. Donc, ce qui explique le taux de découverte un petit peu compliqué. Sur les engins de chantier, vous avez bien compris que c'est extrêmement difficile. Et sur les voitures, on est à peu près à 40%, 37, 9, 38% de découverte, en sachant que ça n'évolue pas beaucoup par rapport aux autres années. Il y a une légère augmentation du taux de découverte, mais pas très, très sensible. Aujourd'hui, une voiture est 3 fois moins retrouvée, et une voiture sur 3 est retrouvée en moins d'une semaine, ce qui est très très important, et on sensibilise un peu tout le marché sur la notion de vitesse. Il est extrêmement important d'aller très très vite lorsqu'on veut découvrir un véhicule. On s'aperçoit qu'on découvre un tiers des véhicules en moins d'une semaine, 2 tiers en moins d'un mois, ce qui veut dire qu'effectivement après un mois, les chances de découvrir un véhicule sont extrêmement faibles. Donc les nouvelles technologies nous permettent d'aller dans ce sens, puisque aujourd'hui la géolocalisation des véhicules est possible par l'intermédiaire soit de boîtiers externes, mais aussi par l'intermédiaire des données constructeurs, et que si ces données constructeurs sont partagées rapidement auprès des forces de l'ordre, on a la possibilité de découvrir le véhicule. Pourquoi important la vitesse? Parce que les véhicules, on l'a précisé tout à l'heure, sont revendus à l'extérieur très facilement, traversent les frontières, et il est important de pouvoir bloquer ceci. Beaucoup de véhicules partent en conteneur, et grâce notamment à la géolocalisation, on est capable d'aller sur ces points où les conteneurs sont présents et d'intervenir rapidement, bien évidemment, avec les forces de l'ordre. J'en ai parlé rapidement, on ne va pas revenir dessus, mais effectivement, la fédération DLR, qui est la fédération qui chapeaute tous les loueurs d'engins de chantier, s'est mobilisée pour pouvoir lutter contre le vol, a créé une commission Altovolt où France Assureur et Argos sont présents pour la mise à disposition d'un fichier central du matériel et puis le partage technique sur des moyens de sécuriser ce typologie de matériel. Argos, qu'est-ce que l'on fait par rapport à ça? On a une convention ministérielle qui a été signée en 2019, donc qui recouvre police et gendarmerie, quand on parle de force de l'ordre, police et gendarmerie. Et aujourd'hui, on a des techniciens qui sont partout en France. On a 15 techniciens qui sont notamment dans les zones, bien évidemment, les plus criminelles, qui forment, en tout cas former, c'est peut-être pas le bon mot, mais qui sensibilisent les forces de l'ordre au vol de véhicules. Sensibiliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement, en cas de contrôle routier, de pouvoir ouvrir le capot, de vérifier l'identité du véhicule qui peut être falsifié,
et de pouvoir les aider à identifier des véhicules. On les aide à identifier ces véhicules par l'intermédiaire d'outils que l'on met à disposition auprès des forces de l'ordre. Ça peut être Argos ID, qui est une base de données qui représente 900 modèles de véhicules. Et sur chacun des modèles, on a des points d'identification. Donc on peut indiquer, on peut partager avec les forces de l'ordre et de leur dire, vous êtes en face sur le terrain, je fais un contrôle, je suis en face d'une 3008. Vous pouvez découvrir la vraie identité du véhicule en allant sur telle partie du véhicule. Et dans chacun des véhicules, selon les constructeurs, il y a une multitude de points qui permettent de vérifier l'identité du véhicule. Argos a la chance d'avoir accès directement au fichier monde des constructeurs et donc d'être capable d'identifier chacune des pièces. Et ça, c'est notre quotidien aujourd'hui. On a une plateforme Argos Tracking. On en a parlé rapidement, mais c'est la récupération de la donnée de géolocalisation par l'intermédiaire des constructeurs et de la mise à disposition de ces données de géolocalisation dans les centres de commandement police et gendarmerie. Dès qu'il y a un vol, un dépôt de plainte, s'il n'y a pas de dépôt de plainte, on ne peut pas intervenir. On a la reconnaissance de l'intérêt légitime a été effectuée grâce notamment aux travaux des assureurs auprès de la CNIL et on est capable de pouvoir exploiter ces points de géolocalisation, de demander aux constructeurs automobiles de nous la transmettre et donc de donner ces points aux forces de l'ordre. On a aussi le partage d'un fichier de gravage qui est un moyen de protéger les véhicules à travers SRA, qui est l'organisme professionnel de France Assureur sur la prévention et la sécurisation, qui nous permet effectivement de pouvoir partager avec les forces de l'ordre et de vérifier l'identité du véhicule. Cette présence, elle se fait en France, mais elle se fait également à l'étranger, puisqu'on a des conventions en Espagne, au Portugal, au Maroc, Italie et Hongrie, et des partenaires dans les autres pays. Et ce qui est important on a parlé sur l'internationalisation, c'est d'avoir des contacts et des conventions avec des instances internationales, type Interpol, type Frontex, qui sont très actifs sur le sujet du vol de véhicules. On en a parlé, l'entretien, le fait de pouvoir dialoguer avec le constructeur automobile est extrêmement important. C'est ce que l'on fait tous les jours. Chez certains constructeurs, c'est plus ou moins facile. Mais ce qui est clair, c'est qu'on a de plus en plus de constructeurs qui sont intéressés d'avoir le retour des assureurs sur les typologies, sur les modes opératoires de vol. Donc on partage le plus en plus. On a pris quelques exemples aujourd'hui, mais voilà, ça augmente également. Sur Stellantis, on discute beaucoup, Toyota, Land Rover. Et il y a effectivement une sensibilisation très importante à faire et à continuer surtout à faire dans les prochaines années. Peut-être terminer avec un certain nombre de conseils de prévention. Rien de tout ça ne vous surprendra beaucoup, j'imagine, mais on n'insiste jamais suffisamment là-dessus. Avant d'avoir des techniques pour retrouver les véhicules volés, il faut tout mettre en œuvre pour éviter qu'ils soient volés. Et la prévention est évidemment toujours la meilleure protection. Donc vous allez retrouver là un certain nombre de recommandations, mais que je qualifierais de recommandations de bon sens. C'est-à-dire, on n'a pas toujours la possibilité de stationner dans un lieu fermé. Il faut privilégier, notamment pour les deux roues, une rue passante et bien éclairée, ou évidemment un parking sous vidéosurveillance. Il y a le fait d'éviter de garer systématiquement son véhicule au même endroit sur la voie publique, ce qui peut faciliter, puisque Benoît parlait de vols sur commande, ça peut éviter de faciliter des vols sur un modèle particulièrement recherché, avec un niveau d'équipement particulièrement recherché. Il faut évidemment utiliser des antivols qui soient suffisamment sécurisés et fixer l'antivol à un point fixe. Ça, je pense que c'est vraiment le conseil pour les deux roues qui est le plus probant. Et évidemment, ne rien laisser dans le véhicule, que ce soit des objets visibles qui pourraient tenter des voleurs ou a fortiori des clés. Voilà.
Tout ça est relativement de bon sens. On termine par l'équipement potentiel du véhicule, de dispositifs de sécurité, que ce soit des alarmes, des traceurs GPS ou même des dispositifs à l'ancienne, vous savez, pour bloquer le volant. Ça paraît un peu old school, il faut dire, mais de fait, ça ne vous surprendra pas, les voleurs choisissent aussi la simplicité. Et comme Benoît l'a dit, ils sont de plus en plus équipés, puisque ce sont des réseaux de plus en plus sophistiqués de systèmes électroniques. Parfois, des systèmes mécaniques peuvent avoir un effet dissuasif tout aussi important. Voilà, ce sont des conseils de prévention qui, encore une fois, ne sont pas révolutionnaires et probablement pas très surprenants, mais qui, à l'épreuve des faits, permettent de lutter contre le vol. Voilà ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui. Vous avez compris, c'est non pas un premier exercice, puisqu'on avait déjà établi des palmarès. C'était la première fois qu'on le présentait de cette manière. On enrichira l'exercice au fil du temps. Tu parlais notamment de ce qu'on pourra vous donner vers le mois de septembre, c'est-à-dire une sorte de classement département par département de la fréquence des vols rapportés à la population du département. Puis vous le voyez, c'est un sujet en progression. Nous, on est en permanente discussion avec les forces de l'ordre pour améliorer les dispositifs à la fois de prévention et pour permettre de retrouver rapidement, puisque la vitesse est capitale en la matière, les véhicules qui ont été volés. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin. On est évidemment à votre disposition pour toute question que vous auriez. J'en aurais une, je me souviens, en fin d'année 2024, merci. En fin d'année 2024, l'Institut Choiseul avait rendu des recommandations avec l'Argos. Il y avait eu des On a réunions. participé effectivement à ces réunions. Voilà, exactement. Et parmi les recommandations qui avaient été émises, il y avait le fait de créer une identification, ou plutôt une certification des solutions anti-vol. Je voulais savoir où ça en était aujourd'hui. Ça a bien avancé depuis. Aujourd'hui, donc ça c'est entretenu par la SRA, donc l'organisme, en collaboration avec Argos. Il y a deux choses. Il y a la protection. Vous saviez qu'on avait un cahier des charges SRA sur le gravage des véhicules. On l'a fait évoluer, ça va sortir dans les jours, semaines qui viennent. On l'a fait évoluer avec tous les intervenants du marché, puisqu'on l'a ouvert un cahier des charges marquage. Et dans le cahier des charges marquage, on a les différentes solutions de sécurisation, notamment du marquage entre guillemets invisible, qui peut être visible uniquement avec des lampes ultraviolets. On a de la microdot, de la puce RFID, différents types de marquage. Et ces différents marquages seront mis à disposition des forces de l'ordre. Ça, c'est sur le premier volet. Et le deuxième volet qui est quasi finalisé, qui a pris du temps parce qu'il y a beaucoup d'intervenants sur le marché, c'est la géolocalisation, le tracking. Donc, tous les intervenants du marché ont été mobilisés auprès des SRA, et puis on a participé, nous, Argos France Assureur, sur la mise en place d'un cahier des charges. On s'est mis d'accord sur un cahier des charges de traçage, de traçage, de géolocalisation de véhicules. C'est un sujet assez complexe parce qu'il y a différents moyens de récupérer les points de géolocalisation, et ça devrait sortir dans les jours, semaines qui viennent. Est-ce que nous avons d'autres questions dans la salle avant de passer aux questions à distance ? J'avais une question sur le médiateur de l'assurance qui s'était ému il y a quelques mois du fait que certains contrats d'assurance n'étaient plus trop en ligne justement avec les effractions, puisque certains contrats imposaient qu'il y ait une effraction pour pouvoir prendre en charge l'indemnisation en cas de vol de véhicule. Est-ce que la place s'organise, puisqu'on a vu que 70% des vols, il n'y avait aucune effraction? Il y a eu ces questions, effectivement, il y a quelques années, mais aujourd'hui, on est vraiment passé, un vol où on ne remarque pas l'infraction est reconnu effectivement comme un vol chez la quasi-totalité des assureurs. Donc ça a vraiment évolué très sensiblement. Sur l'exemple de Lexus et en général sur les véhicules qui améliorent leur sécurité, ça se fait via mise à jour sur le parc existant ou c'est sur les nouveaux véhicules vendus ? C'est essentiellement sur les nouveaux véhicules vendus, parce que chez un constructeur, faire un rappel pour ce type de sécurisation, ça coûte beaucoup d'argent. C'est la réponse qu'on nous fait, même si on essaie de les sensibiliser. Néanmoins,
Il y a eu quelques exemples il y a quelques années sur Land Rover, l'Evoque, où ils ont rappelé, ça a un coût, mais ils ont rappelé effectivement une partie de leur parc automobile. Vous avez dit que c'était très facile de réimmatriculer des véhicules. Est-ce que c'est des failles dans le fichier SIV qui est facilement piratable ou c'est autre chose? Non, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, vous saviez que l'immatriculation des véhicules était confiée au service des préfectures. Pour des questions de coûts, tous ces services préfectures ont été fermés et on a donné la possibilité à des garages de ce qu'on appelle une clé Siver qui permettent d'immatriculer des véhicules. Et il s'avère que ça a été fait un petit peu rapidement et qu'un grand nombre de garages ont pu immatriculer des véhicules, donc sortir des cartes grises. Et pas tous, hein, mais dans ce nombre de garages, certains étaient des garages frauduleux. Donc le ménage, on a sensibilisé très fortement. Il y a eu effectivement des CERT qui ont été créés en France. Je crois qu'il y en a 4-5 CERT qui ont été créés pour lutter contre la fraude. Là, on parle vraiment de fraude. Le ménage a un peu été fait auprès des garages, c'est-à-dire qu'on a retiré la possibilité, leur clé qui leur permettait d'immatriculer les véhicules. Néanmoins, il reste encore beaucoup de garages frauduleux. D'autres questions dans la salle? Non, alors on va passer aux questions à distance. Comment expliquez-vous le très faible taux de camions retrouvés par rapport aux autres catégories, d'autant plus qu'un certain nombre de véhicules sont équipés d'outils de télématique? Je pense qu'effectivement, beaucoup sont effectivement, c'est juste équipés d'outils télématiques. Néanmoins, il y a beaucoup de boîtiers externes qui sont facilement arrachables et donc on perd la géolocalisation de ces véhicules. Et je pense que sur ce type, j'en suis même certain, sur ce type de véhicules, vraiment ce sont uniquement des professionnels qui s'attaquent à ce type de matériel. On peut le comprendre assez facilement, donc beaucoup plus difficile à retrouver. Merci. Avez-vous un dialogue avec Renault, dont certains modèles figurent parmi les plus volés de longue date? Peut-être là-dessus, ce qu'on peut dire de manière générale, c'est, je pense que tous les constructeurs sont sensibles à la question de la sécurisation de leurs véhicules. Renault fait pas exception, certainement. Ne serait-ce que parce ils veulent contenter leurs clients. Il y a un enjeu de réputation qui est lié. Maintenant, c'est probablement pas une équation simple pour les constructeurs. Parce que, évidemment, qui dit un degré de sécurisation supplémentaire sur certains types de véhicules, signifie une charge financière supplémentaire et signifie donc un coût de vente supérieur. Donc il y a un arbitrage ou un équilibre à trouver pour les constructeurs qui est probablement un exercice assez complexe entre la volonté de proposer des véhicules au meilleur prix et la volonté d'avoir un niveau de sécurisation qui soit satisfaisant et qui se compare favorablement par rapport à ses concurrents. Selon la volonté d'être sur telle ou telle gamme de prix selon les constructeurs, ça implique des choix. Nous, on n'a pas à juger ces choix. On comprend que les constructeurs sont parfois dans des situations complexes, a fortiori en France. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est maintenir un dialogue avec l'ensemble des constructeurs pour faire en sorte que cet équilibre maintienne quand même un niveau de sécurisation. Mais je pense que l'ensemble des constructeurs, y compris Renault, sont sensibles à ces questions, même s'ils peuvent avoir des arbitrages différents entre les différents aspects. C'est vrai que l'équilibre est difficile à trouver pour le constructeur. Nous, on a les services cyber qui nous contactent régulièrement, qui veulent des arguments pour sensibiliser leur direction commerciale ou direction générale, mais ça s'améliore. Il y a quelques années, on n'arrivait pas à discuter avec les constructeurs. Aujourd'hui, on arrive à discuter avec tous les constructeurs. Merci. Avez-vous des statistiques sur les vols, certes plus rares, de poids lourds? Non, on n'a pas de statistiques, sincèrement, pas de données. Et parfois, il est très difficile aussi de récupérer ces éléments liés au fait que l'identification d'un poids lourd est assez compliquée. Et lorsque les gens font la déclaration de vol auprès des autorités, ils n'ont pas forcément les éléments nécessaires. C'est seul le constructeur qui peut les avoir et ça rend la chose très compliquée.
Merci. Sur la fraude au leasing dont on a parlé, quel est l'impact sur l'assurance? Le loueur fait-il jouer des garanties? Je pense que c'est compliqué parce que aujourd'hui, s'il n'est pas reconnu comme un vol, ça pose problème. Après, effectivement, certains loueurs aussi s'auto-assurent, hein. On a des gros intervenants du marché, type BNP Arval, Evans, Société Générale, qui assurent une partie de leur parc. Je ne sais pas effectivement quelle est leur politique par rapport à ceci. Pas d'autres questions de la salle? Et ben dans ce cas-là, on va s'arrêter là. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci.